Un hors-la-loi qui échappe à la potence en se rendant dans les toilettes, cela semble tout droit sorti d'Hollywood. On pourrait croire à une histoire à dormir debout, mais cette histoire et les autres histoires bizarres de l'Ouest sauvage présentées dans cette vidéo sont vraies. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les photos Rare Band de ces histoires absurdes. Photo 1. Nous commençons par Geronimo qui a couru vers les soldats en zigzagant jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour utiliser son couteau. Voici Geronimo Mescalero Chiricahua, également connu sous le nom de « Celui qui bâille ». Avant de devenir le légendaire chef des Apaches, Geronimo n'était qu'un guérisseur et ne savait même pas se servir d'un fusil. Il comptait plutôt sur son audace pour affronter des ennemis armés. Des soldats mexicains avaient dit brutalement massacrer la femme et les enfants de Geronimo, déclenchant son désir de vengeance. Une nuit, les esprits de la montagne lui parlent et lui promettent « Tu ne mourras jamais au combat, ni par les armes. Je guiderai tes flèches. » Lors d'un affrontement féroce avec des soldats mexicains, Geronimo défia la norme. Au lieu de lancer ses flèches à une distance sûre, il fonce sans crainte sur les soldats armés, zigzagant pour esquiver leurs balles. Lorsqu'il est suffisamment proche, il attaque avec un couteau, s'empare de leurs fusils et s'élance vers ses compagnons apaches. Il répète si souvent cette tactique audacieuse que les soldats mexicains, terrifiés, se mettent à crier « Geronimo !» chaque fois qu'il prend d'assaut leur ligne. Photo 2. Si vous pensiez qu'il s'agissait d'une histoire fascinante, voyons si vous croyez que celle-ci s'est réellement produite. Santé, cow-boy. Ces saloons ressemblent à des saloons normaux du Far West, mais nous vous racontons une histoire qui a été enterrée pour une bonne raison. Imaginez que vous entriez dans un saloon en tant que cow-boy pour boire une boisson glacée après une longue journée de chasse et d'équitation et que l'on vous serve secrètement un cocktail toxique. Ces saloons du Far West vendèrent de la strychnine et de la térébenthine aux cow-boys assoiffés. Les cow-boys, les prospecteurs et les mineurs n'étaient pas très regardants sur leurs boissons alcoolisées. Dans un saloon de la Sierra Nevada, on servait une boisson tristement célèbre appelée Tarantula Juice, jus de tarentule, un mélange puissant additionné de strychnine. Mais ce n'était pas le seul ingrédient dangereux. Il contenait également de l'alcool de grains de bois distillé à partir de térébenthine. Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont osé boire du jus de tarentule? La strychnine leur donnait une bouffée d'énergie, un peu comme la méthamphétamine. Mais au fur et à mesure que le breuvage toxique se répandait dans leur corps, leur peau se mettait à ramper, comme si des mygales parcouraient leurs bras de long en large. Cette sensation effrayante était souvent suivie de violents spasmes musculaires et d'un blocage de la mâchoire. Seriez-vous prêt à boire un jus de tarentule? La photo suivante montre une personne qui aurait certainement pris ce risque, car cet homme était l'un de ceux dont tout le monde parlait à l'époque. Photo 3. Henry McCarthy, alias William H. Bonney, plus connu sous le nom de Billy the Kid, était un hors-la-loi américain et un chasseur d'armes à feu de l'ancien Ouest qui aurait tué 21 hommes avant d'être abattu à l'âge de 21 ans. En 1881, Billy the Kid est un homme marqué, recherché pour avoir abattu un shérif du Nebraska et un autre homme dans un saloon du Nouveau-Mexique. Sa tête étant mise à prix pour 500 $, Billy est finalement coincé et jugé. Le procès n'est pas favorable à Billy. Le juge le déclare coupable et déclare qu'il sera pendu jusqu'à ce qu'il soit mort, mort, mort. À cela, Billy rétorque avec défi. « Vous pouvez aller en enfer, en enfer, en enfer. » La date de son exécution approchant, Billy the Kid organise une évasion audacieuse. Le 28 avril 1881, il convainc l'adjoint qui garde sa cellule de l'emmener dans les toilettes extérieures. Une fois sorti de la cellule, Billy se libère de ses menottes, s'empare de l'arme à feu de l'adjoint et l'élimine. Anticipant la poursuite du shérif, Billy s'est caché sur le toit du palais de justice. Lorsque le shérif s'approche, Billy le nargue en lui disant « Regarde en l'air, mon vieux, et tu verras ce que tu auras avant d'ouvrir le feu. » Au terme de son audacieuse évasion, Billy the Kid vole un cheval et quitte la ville, laissant le chaos dans son sillage. Photo 4. Qui a dit qu'il n'y avait que les hommes qui étaient là des cow-boys durs à cuire dans l'Ouest sauvage? Cette femme a reçu 65 $ et un messager à la porte de sa chambre d'hôtel pour lui demander un autographe.
Qui a fait ça? Découvrons-le. Annie Oakley, née Phoebe Ann Mosey, 13 août 1860, 3 novembre 1926, était une tireuse d'élite américaine et une héroïne populaire qui a joué dans Buffalo Bill's Wild West. Le chef Sitting Bull est le chef des Lakota, qui a aidé à vaincre le général George Custer à Little Bighorn. Mais même Sitting Bull a été impressionné par le tir d'Annie Oakley. En 1884, Sitting Bull a assisté à un spectacle d'Oakley dans le Minnesota. Après avoir vu le spectacle, le chef envoya 65 $ à la chambre d'hôtel d'Oakley dans l'espoir d'obtenir une photographie signée de la tireuse d'élite. Mais Oakley rejette l'offre. Au lieu de cela, elle demande à Sitting Bull de la rencontrer. Oakley se souviendra plus tard. Le vieil homme était si content de moi qu'il insista pour m'adopter. Et je fus alors baptisé Watanya Sitila, ou Little Sure Shot. Plus tard, Sitting Bull et Annie Oakley ont appris à mieux se connaître dans le cadre du spectacle Wild West de Buffalo Bill Cody. C'est un vieil ami cher et fidèle, et j'ai beaucoup de respect et d'affection pour lui, écrit Oakley. Photo 5. Rencontrer Jesse James, l'homme que tout le monde craignait. Connu pour avoir attaqué des trains, des diligences et des banques, il était célébré dans les chansons comme audacieux, mauvais et courageux. Mais étonnamment, Jesse avait aussi un surnom inhabituel, Dingus. Ce surnom lui vient de son adolescence. En juin 1864, James vole une selle à un fermier qui lui tire dessus. Plus tard dans le mois, alors qu'il est en convalescence, Jesse se fait accidentellement sauter le doigt en nettoyant un revolver. « Oh, ding it! Comme ça fait mal! Comme ça fait mal !» s'écrie-t-il. Amusé par son emportement, sa famille le surnomme Dingus. En 1864, Jesse et son frère Frank rejoignent Bloody Bill Anderson, un célèbre bandit de grand chemin. Le groupe est tristement célèbre pour la brutalité avec laquelle il traite les soldats de l'Union. Jesse joue un rôle dans le massacre de Centralia, qui fait 22 morts ou blessés parmi les soldats de l'Union désarmés. Après la guerre de sécession, Jesse et Frank se sont tournés vers une vie criminelle, dévalisant les diligences, les banques et les trains. Les trains. Cependant, le 3 avril 1882, le règne de Jesse prend fin brutalement. Il est abattu par un membre de son propre gang, qui a trouvé l'attrait de la récompense plus fort que toute loyauté envers Jesse James. Photo 6. Il a tué un homme pour quelle raison? Cet homme fougueux et sauvage a tué quelqu'un sur un commentaire, puis le massacre a commencé. La légende de Wild Bill Hickok commence en 1861. Cette année-là, Hickok travaille pour le Pony Express dans le Nebraska. Au cours d'un affrontement avec un client, Hickok fait feu, ce qui marque son premier meurtre. Qu'est-ce qui a provoqué Hickok? Le client s'est moqué de lui en l'appelant Duck Bill, Bill le canard, en référence au nez pointu de Hickok. L'incident dégénère, entraîne la mort de 3 hommes et met Hickok au banc des accusés. Cependant, le tribunal l'acquitte et Hickok vit pour se battre un jour de plus. La légende de Hickok n'a fait que croître à partir de là. Les récits du Vieil Ouest affirment qu'il a lutté contre un ours et qu'il peut tirer 6 fois de suite sur le centre de la lettre O, d'une affiche à une distance de 50 mètres. Avec une telle réputation, rares sont ceux qui osent affronter Wild Bill Hickok. Photo 7. Des cow-boys sur un chameau? Oui, vous avez bien entendu, un chameau. En 1855, l'armée américaine s'est lancée dans une expérience audacieuse. L'importation de chameaux dans le Far West texan. Reconnaissant que les grands espaces de l'Ouest étaient parfaits pour les chameaux, le gouvernement en a acheté 75 au Moyen-Orient. Mais pourquoi des chameaux et que leur est-il arrivé? Ces chemins des chameaux ont un mauvais
ont été mises au travail à Camp Verde, principalement pour assurer le ravitaillement de San Antonio. Cependant, leur service fut de courte durée. Quelques années plus ardues, plus tard, la guerre de sécession a perturbé les opérations et un fonctionnaire a décidé de vendre les animaux aux enchères. Certains chameaux se sont retrouvés au Nevada et en Californie, tandis que d'autres ont simplement été relâchés dans la nature. Au début, les observations de chameaux étaient rares, mais dans les années 1980, le territoire de l'Arizona était confronté à une menace terrifiante connue sous le nom de Red Ghost. Cette créature a piétiné une femme et, selon la légende, a même dévoré un grizzly. Les mineurs qui ont repéré le fantôme rouge et lui ont tiré dessus ont été horrifiés lorsqu'un crâne humain est tombé de son dos. Après avoir semé la terreur pendant des années en Arizona, le fantôme rouge a finalement été abattu. Il s'agissait en fait d'un chameau sauvage. Pourtant, les observations de chameaux dans l'Ouest se sont poursuivies jusqu'au XXe siècle, laissant un héritage durable de ce chapitre inhabituel de l'histoire américaine. Photo 8! Buffalo Bill Cody s'est produit lors du jubilé de la reine Victoria, emmenant avec lui des centaines d'animaux de l'autre côté de l'Atlantique. Buffalo Bill Cody a fait du Far West un spectacle. Et en 1887, Buffalo Bill a fait de l'Ouest sauvage une tournée, se rendant jusqu'à Londres pour se produire au jubilé de la reine Victoria. Il emmène avec lui plus de 200 personnes et 180 chevaux, 18 bisons, 10 élans, 5 bœufs du Texas, 4 ânes et 2 cerfs. Une fois en Grande-Bretagne, le spectacle faillit provoquer un incident diplomatique lorsque Annie Oakley tendit la main au prince de Galles. Mais le futur roi Édouard VII fut tellement séduit par le spectacle qu'il encouragea la reine Victoria à venir le voir en personne. Det är fortfarande på la vasse bolifine des Q pour te parler au moderne nocturne. Où de 30 000 personnes assistent aux bonnes représentations, impatientes de voir le Far West de près. Buffalo Bill Cody était un homme de spectacle avant-gardiste. Lorsqu'on lui demanda s'il était favorable au droit de vote des femmes, il répondit « Inscrivez en gros caractères noirs que Buffalo Bill est favorable au suffrage féminin », ajoutant « Ces types qui se vantent que les femmes prennent leur place me font rire. Si une femme peut faire le même travail qu'un homme et le faire aussi bien, elle devrait recevoir le même salaire. » Photo 9. Cette femme avait un super pouvoir. Elle était immunisée contre la variole. Calamity Jane était immunisée contre la variole, ce qui lui permettait de soigner les mineurs malades. La variole était une menace mortelle dans l'ancien Ouest, mais une figure légendaire a non seulement survécu à la maladie, mais est devenue une héroïne en utilisant son immunité pour aider les autres. Calamity Jane. Enfant, Calamity Jane a contracté la variole et a échappé de peu à la mort. Des années plus tard, lorsqu'une épidémie a frappé Deadwood, elle est intervenue, bien qu'elle n'ait reçu aucune formation d'infirmière. Jane s'occupa de 8 mineurs malades, s'attirant les louanges d'un témoin oculaire qui la qualifia d'ange parfait envoyé par le ciel lorsque l'un des garçons était malade. Deadwood était un endroit terrible pour attraper la variole. Les malades étaient mis en quarantaine dans des tentes sans eau courante. Mais au lieu de les abandonner, Calamity Jane les a soignés avec des herbes et du sel d'Epsom, et a même brandi un fusil pour s'assurer qu'ils avaient des provisions et de l'eau. Grâce à son dévouement sans faille, 5 des 8 mineurs ont survécu. Les médecins de la ville ont déclaré que sans les soins de Calamity Jane, les 8 hommes auraient certainement péri. Photo 10. Imaginez qu'aujourd'hui, 2 locomotives s'écrasent volontairement pour faire du marketing. Ce n'est pas possible de nos jours, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment fous à l'époque. Dans les années 1890, William Crush a eu une idée folle pour divertir les masses,
orchestrer une collision frontale entre deux locomotives. Travaillant pour une compagnie de chemin de fer, il concrétise sa vision le 15 septembre 1896, dans une ville pop-up bien nommée Crush, au Texas. Ce jour-là, 40 000 spectateurs ont envahi la région, faisant temporairement d'elle la deuxième plus grande ville de l'État. Le Galveston Daily News a immortalisé la scène. Hommes, femmes et enfants, avocats, médecins, commerçants, fermiers, artisans, employés de bureaux, représentant toutes les classes et tous les niveaux de la société, étaient éparpillés sur les collines ou regroupés autour des stands de restauration, discutant avec impatience de l'événement passionnant qu'ils étaient venus voir de si loin. Peu après 17 heures, les chefs de train ont démarré les trains et se sont mis à l'abri. Les locomotives foncent l'une vers l'autre à une vitesse de 80 km/h, puis Yawikta se heurte dans un fracas assourdissant. Un bruit de poutre de géro, un bruit de poutre déchiré, puis une pluie d'éclats, rapporte un témoin. Il y a eu un instant de silence, puis comme si elles étaient commandées par une seule impulsion, les deux chaudières ont explosé simultanément. L'air est rempli de projectiles de fer et d'acier, dont la taille varie d'un timbre-poste à la moitié d'une roue motrice, et qui s'abattent indistinctement sur les justes et les injustes, les riches et les pauvres, les grands et les petits. Ce qui avait commencé comme une cascade spectaculaire se transforma en une scène de chaos et de destruction, marquant à jamais cette journée comme l'un des spectacles les plus dramatiques du Vieil Ouest. La collision orchestrée par William Crush entre deux locomotives en 1896 s'est transformée en un événement tragique. 2 spectateurs ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés par des débris volants. Un photographe a même perdu un œil en tentant d'immortaliser le spectacle. Les conséquences ont été rapides et graves pour Crush lui-même. La compagnie ferroviaire l'a rapidement licencié. Cependant, le résultat inattendu a été une vague de publicité. L'événement a fait la une des journaux du monde entier, attirant l'attention bien au-delà du Texas. Face à cette vague inattendue de publicité et d'intérêt public, la compagnie ferroviaire est revenue sur sa décision et a réembauché Crush. Ainsi, ce qui avait commencé comme une cascade audacieuse et malheureuse s'est finalement transformé en une sensation mondiale qui a cimenté sa place dans l'histoire, bien qu'au prix de vie et de blessures. Photo 11, 2 photos. Et si nous en avons de ce nous vous disions que Seth Bullock et Al Swearingen de la célèbre série télévisée Deadwood étaient bon pro de vraies de vraies personnes dans l'histoire du Far West. Seth Bullock et Al Swearingen, célèbres dans la série HBO Deadwood, ont été en effet des personnages au plus réels de la ville historique des Mandor. Seth Bullock a vécu dans plusieurs endroits avant de s'installer à Deadwood, où il a ouvert une quincaillerie et a même démarré son activité par une vente aux enchères de pâtes de chambre. Pendant 2 décennies, il a travaillé sans relâche pour maintenir l'ordre public dans cette ville en plein essor. Al Swearingen, connu pour avoir créé le Gem Variety Theatre, n'était pas seulement une personne réelle, il avait aussi un jumeau. Sa salle de danse est devenue célèbre pour accueillir des événements tapageurs, y compris des combats de spectateurs qui attirèrent des foules avides de divertissement. Le Gem était immensément rentable, rapportant parfois jusqu'à 10 000 $ par soirée, une somme stupéfiante à la fin du 19e siècle. Contrairement à leur conflit à l'écran, les vrais Bullock et Swearingen se partageaient Deadwood dans la rue principale. La faction de Swearingen, surnommée les Badlands, opérait en grande partie indépendamment du reste de la ville, chaque camp se taillant sa propre influence et son propre territoire dans le monde agité de Deadwood. Photo 12, 3 photos.
on les appelait les Angus Blancs du Far West. Curieux de savoir de qui nous parlons? Les Femmes Medicines, comme le Dr. Quinn, faisaient vraiment partie du Far West à l'époque. Le docteur Michaela Quinn est peut-être un personnage de fiction, mais les femmes de médecins soignaient les patients à travers la frontière de l'Ouest. Les médecins étant très demandés, les femmes ont pu se faire une place dans le domaine médical compétitif du Far West. Bethenia Owens Adair, par exemple, a suivi des études de médecine dans le Michigan dans les années 1870 avant de s'installer dans l'Oregon, où elle a parcouru des sentiers envahis par la végétation et traversé des inondations pour atteindre ses patients. Mary Pervin s'est également installée dans l'Ouest pour travailler comme médecin. Après avoir grandi en Nouvelle-Angleterre, où une femme médecin soignait le bras cassé de sa mère, Purvin s'est inscrite à l'école de médecine de l'université de Willamette. Lorsqu'elle a bravé une tempête de neige et une rivière en crue pour accoucher, les parents ont donné à l'enfant le nom de Purvin. Le bébé louchait et avait un caractère méchant, se souvient Purvin. Et il n'a été payé qu'après mon mariage, lorsque nous avons reçu des versements consistant en un boisseau de tomates par semaine. Pas étonnant que je n'aime pas les tomates en tranches. Photo 13. Une montagne faite de crânes de bison, et ça fait un peu peur, non? Mais pourquoi ont-ils fait cela? Plongeons dans l'histoire. Les bisons ont rendu les prairies hospitalières pour de nombreuses autres communautés. Chaque crâne représente un animal de 600 kg. Le bison est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Le bison n'est pas seulement une espèce massive, c'est aussi une espèce clé de voûte de l'Ouest, ce qui signifie qu'il a une influence considérable sur l'écosystème. Si l'une de ces espèces disparaît, aucune autre espèce ne peut remplir son rôle écologique, et c'est tout l'écosystème qui s'en trouve modifié. Les crânes sur la photo ne représentent pas seulement la perte de bison, mais la perturbation de tout un écosystème. Chaque bison tué signifie la fin des pratiques de pâturage, de vautrage et de migration qui rendent la terre hospitalière pour d'autres espèces. Par exemple, des centaines d'espèces d'insectes vivent dans les excréments des bisons, fournissant de la nourriture aux oiseaux, aux tortues et aux chauves-souris. Lorsque les bisons se roulent dans la terre, ils créent des dépressions appelées trous, qui se remplissent avec les pluies de précro de printemps et abritent dans des têtards et des grenouilles. Sans la présence des bisons, les habitats et la nourriture de ces espèces et de bien d'autres disparaissent. Le bison est un symbole d'abnégation. Il donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Photo 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fusillade qui s'est terminée par un bain de sang d'une durée de 30 secondes. Parmi les célèbres fusillades du Far West, aucune n'était plus connue que celle qui s'est déroulée à OK Corral en 1881. Cet événement sanglant a été glorifié et embelli dans de nombreux films au fil des décennies, notamment Frontier Marshal, Gunfight at the OK Corral, Tombstone et Wyatt Earp. Les scènes de ces films montrent généralement un long et interminable déchaînement de violence, alors qu'en réalité, l'événement n'a duré que 30 secondes. Cependant, une demi-minute peut suffire à produire beaucoup de violence, et c'est ce qui s'est passé dans le cas présent. Dans ce laps de temps très court, 30 coups de feu ont été tirés, 3 hommes ont été tués et 2 ont été blessés. Photo 15, le Far West. Où les trucs, où les jeux d'argent étaient un mode de vie. Des paillettes de Las Vegas au boom actuel des paris en ligne, les jeux d'argent ont toujours fait partie de l'esprit américain. À l'époque du Far West, il n'en allait pas autrement. S'aventurer vers l'Ouest était un pari en soi, un voyage risqué où la survie était incertaine. Les pionniers bravaient en l'inconnu, s'en remettant à la chance pour partir vers de nouveaux horizons. Lorsqu'ils atteignent leur destination,
l'esprit d'audace est bien ancré. Et le jeu devient un passe-temps naturel pour passer le temps et joindre les deux bouts. À cette époque difficile, le jeu était plus qu'un simple passe-temps. C'était une profession respectée au même titre que les médecins et les avocats. Les requins là, les requins des cartes professionnelles, se déplaçaient de ville en ville, se livrant à des jeux à enjeux élevés où des fortunes pouvaient être gagnées ou perdues en une seule main. La tricherie n'était pas rare, certains joueurs recourant à des tactiques sournoises pour battre leurs adversaires avant de quitter la ville avec leurs gains. La Californie en particulier est devenue un lieu de prédilection pour les joueurs aussi je cycle attirant des joueurs de cartes habiles cherchant à faire fortune dans la région frontalière. Le jeu n'était pas seulement un passe-temps, c'était un mode de vie, une activité qui a façonné la culture et l'économie de l'Ouest sauvage. Dans l'Ouest où les risques sont quotidiens, le jeu est plus qu'un simple divertissement, il fait partie intégrante de l'expérience des pionniers et témoigne de l'audace de ceux qui s'aventurent aux confins de la civilisation. Photo 16. Il était très doué pour raconter des histoires. James Beckwourth, également connu sous le nom de conteur vantard. Jim Beckwourth a vécu une vie aussi vibrante et expansive que l'Ouest sauvage lui-même. Né d'un officier blanc, de la guerre d'indépendance et d'une mère esclave, Beckwourth a bravé les obstacles dès le départ. Éduqué dans le Missouri, il s'est aventuré dans l'Ouest avec la Rocky Mountain Fur Trading Company dans les années 1820, où il s'est rapidement forgé une réputation d'éclaireur et d'explorateur chevronné. Sa carrière est une tapisserie d'exploits audacieux, de sa découverte de Beckwourth Pass à son service sous les ordres du général John C. Fremont. Il a joué un rôle dans de nombreux conflits entre les Anglos et les Amérindiens, contribuant de manière significative à l'établissement de Pueblo, le premier fort du Colorado. La vie de Beckwourth n'est pas sans embellissement, comme en témoigne son autobiographie The Adventures of James P. Beckwourth, les aventures de James P. Beckwourth. Il y raconte qu'il a été capturé par la tribu des Crocs, qu'il a même été pris pour le fils perdu d'un chef et qu'il a épousé la fille de ce dernier. Son penchant pour l'exagération s'étend à ses aventures amoureuses, comme en témoigne sa fausse représentation de son mariage avec Louisa Sandoval, qu'il nomme à tort Señorita Louise Sandeville. Malgré ces embellissements, les récits de Beckwourth captivent encore aujourd'hui les lecteurs, offrant un aperçu coloré de l'esprit d'aventure du vieil Ouest et du caractère indomptable de l'une de ses figures les plus fascinantes. Photo 17. Cowboy contre extraterrestre? On dirait une vraie scène hollywoodienne, non? Mais certaines histoires et photos confirmées de l'histoire du Far West vous convaincront qu'ils se sont rencontrés à l'époque. L'incident de l'OVNI d'Aurora en 1897 est l'un des récits les plus intrigants de l'histoire américaine. Un matin, les habitants d'Aurora, au Texas, ont été surpris par la vue d'un dirigeable naviguant dans leur ville. Selon le Dallas Morning News, cet engin mystérieux est entré en collision avec le moulin à vent du juge Proctor, provoquant une explosion dramatique qui a brisé le vaisseau. Les habitants de la ville ont découvert parmi les débris un pilote gravement défiguré, décrit comme n'étant pas de ce monde. Le corps du pilote aurait été accompagné de papiers portant des symboles hiéroglyphiques. De manière surprenante, des funérailles ont été organisées pour le visiteur extraterrestre le lendemain au cimetière d'Aurora, avec une plaque commémorative pour le défunt. Pendant de nombreuses années, cet événement extraordinaire est resté dans l'ombre jusqu'aux années 1970, lorsque des visiteurs ont commencé à perturber le cimetière et à dérober des objets au musée local. Au milieu de ces troubles, le Bureau international des ovnis a proposé d'exhumer le corps du pilote, mais l'opposition locale a contrecarré leurs efforts, plaidant pour le repos paisible de l'être, qu'il soit terrestre ou non.
Par un coup du sort, la plaque commémorative qui honorait le mystérieux pilote a disparu en 2018, ce qui a donné lieu à une récompense pour son retour en toute sécurité. Les sceptiques ont depuis émis l'hypothèse que l'article original sur l'incident, écrit par S.E. Haydon, avait été rédigé pour susciter l'intérêt de la petite ville d'Aurora. Malgré les débats sur son authenticité, l'incident ovni d'Aurora reste un élément captivant du folklore américain qui continue d'intriguer ceux qui sont fascinés par les histoires inexpliquées et la possibilité d'une visite extraterrestre.